Et on accueille maintenant Arnaud Rosier, le fondateur d'Implicity. Donc on va rester sur des sujets de télésuivi. C'est à la mode. Alors merci beaucoup Arnaud d'être avec nous ce matin. Alors toi tu es cardiologue de formation et tu as fait une thèse en télécardiologie. Je suis curieuse de savoir à quel moment tu t'es dit ok là il faut la créer cette plateforme, il faut que ça arrive auprès des patients. Merci, bonjour à tous, merci d'être là. Alors effectivement, c'est un peu, je fais la blague souvent en ce moment avec mes clients aux États-Unis. Nous les cardiologues rythmologues, c'est-à-dire les spécialistes du trouble du rythme cardiaque, le truc le plus excitant dans notre boulot, c'est quand même plutôt l'interventionnel, c'est plutôt d'utiliser toutes les technologies que les industriels nous amènent pour qu'on soigne nos patients. On va faire des brûlures dans le cœur avec des systèmes 3D, GPS, enfin voilà, c'est plutôt un boulot où il y a pas mal d'intérêt sur le plan intellectuel, scientifique et industriel. Moi, j'ai trouvé le bon moyen de passer ma vie en fait, à continuer de résoudre le problème que j'avais du truc que je ne voulais pas faire. C'est-à-dire, concrètement, les patients, ils ont des pacemakers. Les pacemakers sont devenus connectés parce que c'était facile de le faire. À l'époque, on parlait des NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ils ont rajouté de la connectivité. Les données des pacemakers, du coup, remontaient dans le cloud. Les fabricants, à l'époque, se sont dit, bon, on peut surveiller nos devices, mais toutes ces données en plus, là, qui, en fait, maintenant, on sait, permettent de suivre les patients, un peu comme expliquait Régis, redescendent, mais elles retombent plutôt sur les médecins. Et nous, concrètement, derrière, il faut qu'on s'installe derrière le laptop pendant quelques heures par jour et qu'on se dise, OK, mais qu'est-ce que je dois voir là-dedans, quoi. Et à l'époque, on ne savait pas trop. Et donc, c'était mon burden, c'était mon pain, c'était vraiment, voilà. Et parce que j'avais fait un peu d'informatique, on est un certain nombre à avoir été baigné dedans assez tôt, je voyais qu'il n'y avait pas moyen que ça doive rester comme ça. En fait, il y avait totalement des possibilités pour changer les choses. Et j'ai l'impression que la base de l'entrepreneur, c'est le fait de ne pas accepter que quelque chose qui ne devrait pas être reste ainsi. Et donc, voilà, je me suis lancé sans doute à cause de ça. Et avec je comprends surtout, c'était pour avoir moins de travail au quotidien. Exactement, exactement. Je crois que ça fait aussi partie des traits fondamentaux pour vouloir entreprendre, c'est de vouloir, d'être un peu feignant et de vouloir moins travailler. Ou on peut le présenter autrement. Quand on est médecin, on a beaucoup de travail, et donc c'est important d'optimiser les ressources publiques. On va garder cette deuxième, cette deuxième explication. Je ne sais pas si tous les entrepreneurs se qualifieraient de fainéants, mais je pense que ça, c'est... c'est un range. On peut toujours faire moins et gagner du temps pour faire autre chose. Absolument. Et alors concrètement, comment... Donc, on comprend qu'en fait, il y a un volume d'alerte considérable à gérer pour les cardiologues, les rythmologues. Comment ça marche? Comment est-ce que vous voulez trier ces alertes? En fait, ça peut être très compliqué, mais ça peut aussi être extrêmement simple. La manière dont je verrai les choses, c'est, pour faire très simple, j'ai un patient un jour qui vient dans mon bureau de consultation en 2013, je me souviens très très bien. Ce patient, il est hémiplégique. Et ça fait 15 jours qu'il est hémiplégique, il va le rester toute sa vie. Et en fait, moi, je l'interroge avec les données de son pacemaker. Il n'est pas télésurveillé à l'époque. Et encore maintenant, l'essentiel des patients qui ont des pacemakers ne sont pas encore télésurveillés pour des problèmes d'aval. Et je me rends compte que 3 semaines, donc il y a 3 semaines, une semaine avant son accident vasculaire cérébral, il avait dans son pacemaker l'information qui disait attention, là, ton risque de faire un accident vasculaire est probablement beaucoup plus élevé que ce qu'on croit. Il y a un traitement qui s'appelle un anticoagulant. On sait déjà que c'est, entre guillemets, la parade pour baisser le risque. Donc, en fait, là, c'est même pas de l'IA, là, à ce niveau-là, c'est juste de la connaissance déjà acquise par les médecins, par les industriels depuis toujours. Finalement, il manquait le lien pour dire, mais attends, cette information, où est-ce qu'elle est? Comment elle retombe? Qui s'en occupe dans un système complexe où les gens n'ont pas le temps? Ou, voilà, on va dire système complexe. La santé, c'est complexe. Et c'est pas complexe parce que c'est difficile. C'est complexe parce qu'il y a beaucoup de choses. Autrement dit, ça, c'est la base. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est même pas de l'IA, c'est même pas du machine learning, c'est 3 règles. Voilà. Et en fait, ce qu'on a fait dans ma thèse, où on faisait des trucs à base de système expert, système à base de connaissances, etc., a fini par devenir une feature d'un produit 7 ans plus tard, qui était un dispositif médical logiciel en France. Aux États-Unis, c'est hors clearance. Et maintenant, on développe des choses plus compliquées. Mais je dirais que le message, c'est vraiment que ça peut être très simple, mais il faut avoir tout le reste. Et donc, le côté IA, finalement, en quelque sorte, l'IA, pour moi, c'est un modèle de connaissance. L'IA remplace un endroit où il y a de la connaissance qui avant n'était que chez les humains et qu'on peut mettre dans la machine maintenant.
tout simplement. Et alors, on peut aussi, on a entendu les résultats du côté de MoveCare, un résultat clinique vraiment exceptionnel. Je crois que tu peux aussi afficher des résultats hyper intéressants en clinique. Si je ne me trompe pas, j'ai vu ça, le chiffre de 26% de réduction de mortalité. J'ai l'impression que c'est le chiffre typique ouais, du coup. Ça marche, c'est le chiffre d'or. C'est 26 ou rien. Voilà, ça marche, c'est 26. Voilà. Et sur une cohorte de, je crois sur l'étude d'évidence, sur une cohorte de 69 000 patients, c'est énorme. Alors, on a fait une étude qui n'était pas une étude prospective par contre, mais qui était une étude observationnelle, mais exhaustive, sur tous les patients français, dans la base SNDS. On a eu la chance d'être un des premiers acteurs à pouvoir aller un petit peu jouer avec les données de la CNAM dans le SNDS, avoir l'autorisation CNIL et tout ce qui s'ensuit. Et on a pu comparer tous les patients qui étaient suivis sur notre plateforme avec tous les patients qui ne l'étaient pas. Il y a bien sûr des biais potentiels sur le côté early adopteur des centres, etc. Mais c'était intéressant parce qu'on s'est surtout rendu compte que la télésurveillance, en général, apportait moins que ce qu'on croyait dans les études randomisées. Et sur la télésurveillance, il y a un truc intéressant, c'est que les études randomisées, normalement, c'est le meilleur moyen de faire de la science. Sur du médicament, c'est évident, parce qu'on sait qui l'a pas. Sur la télésurveillance, comme vous touchez à l'organisation des soins, l'étude randomisée vient avec beaucoup d'argent pour avoir les infirmières pour faire le protocole dans le bras actif. Et donc, en fait, vous pouvez totalement avoir des résultats qui ne seraient pas réplicables en vie réelle. Donc, on s'est concentré, nous, sur un truc de vie réelle. Et voilà. Donc, on est très content de voir qu'à priori, il y a quand même des éléments très tangibles. On va répliquer ça. Voilà. Et comment t'expliques ce chiffre? Est-ce que, du coup, c'est parce qu'avec Implicity, il y a une plus grande réactivité? Est-ce qu'effectivement, c'est parce qu'il y a un changement dans l'organisation? Ouais. Alors, il y a deux réponses à ça, mais très brièvement. Même quand on n'explique pas, et c'est le cas sur le médicament, hein, des fois ça marche, on ne sait pas pourquoi, mais ça marche. On essaie de débunker ça, on essaie de comprendre pourquoi ça serait faux. On a passé 18 mois à essayer de tuer l'étude dans tous les sens parce qu'on trouvait que ça faisait trop, en fait. Même au niveau marketing, 26% de baisse de mortalité, c'est compliqué à accepter pour les gens. On a confirmé ces résultats maintes et maintes fois. Je pense que c'est des choses simples. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est le patient, il a une arythmie, il faut le mettre sous anticoagulant. Est-ce qu'on l'a mis, est-ce qu'on l'a pas mis? C'est comme ce que tu disais. Est-ce qu'on a fait le scanner? Est-ce que le type crache du sang? Mais si personne est là pour s'occuper de savoir que le cas a craché du sang 2 ans après son camp, en fait, c'est presque trop trivial. Il y a eu en cardiologie tellement d'avancées faites par tous les industriels, la pharma, les industriels du médicament et du dispositif médical. C'est l'organisation qui manque. En fait, c'est toujours la même chose. C'est le truc trivial. Les gens savent ce qu'il faut faire. Les gens savent qu'il ne faut pas fumer. OK, mais quelle est l'organisation qui fait qu'on arrête de fumer? Ouais, c'est ça la question. Et alors à propos de ces questions d'adoption, là vous êtes beaucoup développé en France et tu parlais aussi des États-Unis. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'un établissement est prêt à utiliser Implicity ou au contraire, quels sont encore les freins? Les États-Unis, c'est le seul marché où on a vraiment des concurrents aujourd'hui. Sans doute parce que le marché en Europe était dégueulasse et qu'on a été un peu. J'ai voulu résoudre mon problème alors qu'il n'y avait pas de marché. Et on a réussi à arriver dans un marché finalement où on est seul. Bon, tant mieux, on va dire. On va essayer du coup de profiter de ça pour s'exporter. Aux États-Unis, les gens se préoccupent d'abord de facturer, mais ils n'y arrivent pas. C'était ça la découverte. Ils n'arrivent pas à facturer l'activité de télésurveillance parce que le patient n'est pas venu avec sa carte bleue dans l'hôpital et ses informations. Donc, il y a un ROI direct sur ça. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'aux États-Unis, l'IA est incroyablement importante. Donc, nous, on est une boîte qui fait de l'IA, comme beaucoup de boîtes en France qui font de la techno, et on est bien placé pour le faire, tous réunis ici. On a 2 FDA clearance qu'on a fait en partie avec des données françaises, et on est les seuls. Je n'ai pas un seul concurrent qui a des algos d'IA aux États-Unis. Et ça, c'est perturbant, mais c'est un vrai avantage, je crois, sur le marché américain. Ils ont un mindset totalement différent du nôtre sur ça. Les médecins français s'en foutent de savoir pourquoi ça marche, du moment que ça marche. Mais aux États-Unis, l'IA, ils veulent en faire. Je ne sais pas s'ils savent pourquoi, mais ils veulent en faire. Voilà. Okay. Et pour clôturer cette interview, est-ce que tu nous parlais là des prochains grands défis que tu envisages pour toi ou pour Implicity? Alors, on est content d'arriver à ce stade de maturité où la boîte est pérenne et va pouvoir se projeter. Donc, ça nous donne, dans un contexte où ça a été difficile pour beaucoup de boîtes, ça nous donne maintenant beaucoup d'ambition. Je pense qu'on va continuer d'avancer sur la télésurveillance en France parce qu'on est devenu le leader en termes de volume en France sur ce marché. On va continuer de consolider sans doute en cardiologie et d'essayer d'aller chercher des nouvelles choses, à la fois sur le plan technologique et sur le plan de la cardiologie, le cardiovasculaire, le cardiométabolique. On va essayer de réussir de plus en plus aux États-Unis pour être une boîte d'envergure internationale. Et donc finalement, notre principal défi aujourd'hui, il est interne.
il est de trouver les talents. Et donc voilà, pour tous ceux qui veulent venir nous rejoindre. Mais je crois que c'est vraiment... appel du pied là. Non, mais c'est vraiment ça. On est sur des choses triviales. Ça a été dit, Alex l'a dit, avoir du ROI tout de suite. Enfin, on est sur des trucs de bon sens. Les humains et les humains dans la boîte sont ce qui crée la valeur. Et donc on a vraiment, je crois, besoin de... On est sur ce défi interne. Voilà. Bon, c'est une chouette conclusion. Merci beaucoup, Merci Arnaud. pour cette invitation.